Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette assemblée publique de la Commission sur la culture, le patrimoine et les sports. Merci en fait d'avoir accepté l'invitation de la Commission. On est ravis de vous compter parmi nous ce soir. C'est l'occasion du lancement de la consultation publique sur la mise en valeur des ensembles industriels d'intérêt patrimonial à Montréal. Je me présente Anne-Marie Sigouin, je suis conseillère de ville dans l'arrondissement du Sud-Ouest, conseillère désignée dans l'arrondissement de Ville-Marie et présidente de cette commission. J'inviterai à présent les membres de la commission à se présenter à tour de rôle, peut-être en commençant avec notre vice-président. Monsieur Langevin, à vous la parole. Je l'ai eu. Bonsoir à tous. Benoît Langevin, conseiller de ville dans Bois-de-Liesse. Bienvenue à cette consultation publique. Merci. Merci. Je vais vous nommer et vous laisser vous présenter pour le reste. Monsieur Boukala. Oui, Younes Boukala, conseiller d'arrondissement à la Chine. Bonne soirée à tous et à toutes. Madame Pollack. Bonsoir, Mindy Pollack, conseillère d'arrondissement à Outremont. Bonne séance. Merci. Madame Watt. Bonsoir, je suis conseillère de ville dans Rosemont-la-Petite-Patrie. Merci. Madame Gosselin. Bonsoir tout le monde, Christine Gosselin, je suis conseillère de ville dans le Vieux-Rosemont. Merci d'être avec nous. Merci à vous, Madame Rossi. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Je suis Chantal Rossi, conseillère de ville dans Montréal-Nord. Bonne soirée. Monsieur Vaillancourt. Bonsoir, Alain Vaillancourt. Je suis conseiller d'arrondissement dans Ville-Nord, Côte-Saint-Paul et Saint-Henri-Ouest, dans le Sud-Ouest. Bienvenue. Et Madame Flannery. Oui, bonsoir. Michelle Flannery, conseillère d'arrondissement à la Chine. Merci beaucoup. Alors, je souhaite également la bienvenue aux personnes ressources de la direction de l'urbanisme de la Ville de Montréal, en fait, principalement de la division du patrimoine. Madame Vibert, peut-être je vous inviterai à présenter les membres de votre équipe. Oui, bonsoir à tout le monde. Je suis Sonia Vibert, chef de division patrimoine à la direction de l'urbanisme. La chargée de projet est Anne-Marie Dufour, qui va faire une présentation bientôt. Et nous accompagne aussi Michel Bélanger et Saraya Spears. Aussi à la direction d'urbanisme, il y a Sylvain Garcia, qui est ici, de la direction de la division de la planification. Merci. Merci, oui, et Monsieur Stéphane Charbonneau également, de la division de la planification aussi, et de la division des plans et politiques, Madame Julie Linteau, merci d'être présent avec nous. Donc, tous ces gens-là nous proviennent du service de l'urbanisme et de la mobilité. Alors, avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous faire part de notre déception, oui, de ne pouvoir vous accueillir en personne à l'hôtel de ville comme on le faisait auparavant. Le mandat de consultation, ce mandat-ci nous a été confié par le conseil municipal en décembre 2019 et on était prêt dès mars dernier à démarrer nos travaux. Mais bon, on sait tous que les plans ont changé, les plans ont été bouleversés à cause de la pandémie, mais nous voici. Et qu'à cela ne tienne, ben, la Ville a profité de ces derniers mois pour affiner les orientations qui vous sont présentées ce soir. La tenue d'une assemblée virtuelle, c'est pas l'idéal pour susciter les échanges, mais on va faire tout en notre possible pour rendre cette séance intéressante, dynamique, et on vous remercie à l'avance pour votre indulgence dans l'éventualité où on aurait des problèmes techniques ou si on devait faire quelques ajustements. Pour ce qui est du processus en cours, eh bien, l'objectif de cette consultation, comme vous le savez, c'est de réfléchir collectivement aux meilleurs outils pour mieux conserver et mettre en valeur les ensembles industriels d'intérêt patrimonial à Montréal. Pour nous, il ne fait pas de doute que ces ensembles font partie des paysages identitaires de la ville, en tant que témoins de la place qu'a occupée Montréal au fil du temps en tant que métropole économique. Mais nous souhaitons avant tout vous entendre sur ce qu'ils évoquent pour vous
et connaître vos idées pour d'éventuels projets de requalification qui seraient adaptés à la spécificité de ces différents sites. L'assemblée de ce soir, bien, c'est la première étape du processus. Si vous le souhaitez, vous aurez l'occasion, après la présentation, de poser des questions d'éclaircissement ou encore de formuler des premiers commentaires en remplissant le formulaire accessible sur la page dédiée à la consultation. Certains d'entre vous l'ont déjà fait. Nous avons déjà reçu une bonne dizaine de questions et on vous en remercie. Pour les autres, je reviendrai tout à l'heure sur les détails sur comment procéder. La deuxième étape du processus de consultation, eh bien, ce sera le moment de nous faire part de vos points de vue de manière plus approfondie. Nous tiendrons en effet à la fin du mois d'avril et au tout début de mai 3 à 4 assemblées publiques d'audition des mémoires et opinions, dépendant du nombre que nous aurons reçu. Pour y participer, vous devez préalablement vous inscrire en remplissant un autre formulaire disponible sur la même page web, montréal.ca/patrimoine industriel. Vous aviez à l'origine jusqu'à vendredi dernier pour le faire, mais on prolonge la période d'inscription jusqu'à ce lundi 12 avril à midi. Les opinions écrites soumises par courriel sont également les bienvenues dès maintenant et jusqu'au 7 mai. À ce sujet, sachez que toute opinion, quelle qu'en soit la forme, est la bienvenue. Considérant aussi que les femmes et les personnes ici la Commission invite tout particulièrement ces personnes à présenter leur avis, que ce soit à l'oral, à l'écrit ou les deux. Donc, jusqu'au 7 mai, vous pouvez aussi participer au volet en ligne de la consultation sur la plateforme Réalisons Montréal à l'adresse réalisonsmtl.ca/patrimoine industriel. Après avoir reçu vos mémoires et commentaires, la Commission va se réunir en séance de travail en mai pour analyser les opinions et préparer les recommandations. Et la troisième et dernière étape sera donc l'adoption publique de ces recommandations qui se fera lors d'une dernière assemblée prévue le 9 juin prochain. Les recommandations seront par la suite déposées au conseil municipal et il reviendra à l'administration d'en assurer le suivi. Vous pourrez suivre l'évolution de chacune de ces étapes en visitant régulièrement la page Réalisons Montréal à laquelle je référais tout à l'heure. On vous rappelle que cette consultation a été annoncée par avis public, paru dans 2 quotidiens montréalais, un en français, l'autre en anglais, et par le biais des médias sociaux. Un communiqué de presse a été diffusé et une invitation a aussi été adressée à plusieurs centaines de personnes et d'organismes. Sur le site web dès le 24 mars, date à laquelle le volet en ligne de la consultation a également été lancé. Il était aussi possible pour toute personne qui en faisait la demande de recevoir la documentation par la poste. Alors, avant de poursuivre, on a quelques petites technicalités administratives à faire. Donc, je dois faire l'adoption de l'ordre du jour. J'aurais besoin d'un proposeur à cet effet et d'une personne pour appuyer. Propose. J'appuie. Parfait. Tous en cœur. Merci beaucoup. Et également, comme c'est la première séance publique depuis la dernière qui s'est tenue en septembre 2019, on doit approuver ce soir le procès-verbal de cette séance-là. Parmi les membres qui étaient présents, j'aurais besoin d'un appuyeur et d'un secondeur. Madame Rossi, Madame Flannery étaient absentes et Madame Stéphanie Watt, évidemment, qui s'est jointe à la commission récemment, n'était pas présente non plus. Donc, parmi les autres, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption du procès-verbal. Je vois Mme Pollack et M. Vaillancourt. Parfait. Merci beaucoup. Ça, c'est fait. Alors, on est maintenant prêt à passer à la présentation. Je vous rappelle que celle-ci sera suivie d'une pause au cours de laquelle il sera possible, donc pour ceux et celles qui ne l'auraient pas déjà fait, de nous transmettre des questions ou des commentaires via le formulaire web. J'invite donc maintenant Mme Anne-Marie Dufour, architecte à la Division du patrimoine, à présenter les orientations proposées par la Ville et on se retrouve tout de suite après. Merci. Bonjour. Il me fait plaisir de vous faire la présentation des orientations proposées par la Ville de Montréal pour les ensembles industriels d'intérêt patrimonial.
Je vais d'abord présenter le contexte entourant ces travaux et les grandes étapes de la démarche. On va poursuivre avec l'inventaire des ensembles et leur caractérisation. Ensuite, l'analyse qu'on en a fait et nos propositions. Finalement, on pourra aussi survoler quelques documents de consultation en annexe. Bon, l'objet de la consultation. Le schéma d'aménagement et de développement de Montréal, qui a été adopté en 2015, s'engage à proposer des grandes orientations pour la conservation et la mise en valeur des ensembles industriels d'intérêt patrimonial. Nous venons vous présenter ces orientations. Le résultat de la présente consultation vont être intégrés à l'élaboration du plan d'urbanisme et de mobilité qui est actuellement en préparation. La définition des ensembles industriels telle qu'on la trouve dans le schéma d'aménagement se lit comme suit. Donc, il s'agit de regroupements particulièrement complexes de bâtiments industriels, structures de génie civil, machines, instruments, outils et équipements divers appartenant à une seule ou à plusieurs compagnies. Donc, pour se mettre un peu des images en tête et comprendre un peu mieux de quoi il s'agit, on a quelques exemples ici, donc, de grands ensembles industriels. La Molson sur la rue Notre-Dame. La Pointe du Moulin avec tous ces silos, qui est aussi un point de repère important dans la ville, tout comme la Molson d'ailleurs. D'autres sont moins connus, par exemple ici sur la rue Saint-Patrick à La Salle, la Building Product. La Sucre L'Antique, qui est toujours en opération. Donc, c'est ça, il y a certains ensembles industriels qui sont toujours en activité, d'autres ne le sont plus. Ici, une propriété de la Ville de Montréal, Powerboat, Canada Powerboat, où on a aussi une dimension archéologique importante sur ce site-là. Ici, la Robin Hood, qui est en activité aussi sur le bord du canal de la Chine. Et ici, tout près de l'échangeur Saint-Pierre, la Dominion Mahogany and Veneer, son nom historique, mais bon, qui fait partie d'un ensemble industriel et où il y a eu maintenant d'autres types de production que la production initiale. Donc, ce sont des ensembles qui évoluent. Donc, quelques points de repère au niveau de la chronologie du développement industriel à Montréal. En 1800-1840, il s'agit d'une phase pré-industrielle et commerciale où l'économie est basée sur le commerce des fourrures et du bois. C'est à cette époque que le canal de la Chine est bâti et achevé en 1825. Après les conflits des années 1837-38, on voit un essor économique et en 1848, il y a des travaux d'agrandissement du canal de la Chine qui sont achevés. Ça permet un accroissement du trafic maritime et on a à cette époque le développement de l'énergie hydraulique le long de la rue Mille, près des écluses Saint-Paul et Saint-Gabriel. Donc, avec cette énergie hydraulique, on assiste à une industrialisation rapide, notamment avec des industries comme la farine, le sucre, le cuir et le bois. La période 1880-1895 est liée à une politique nationale qui profite aux industries canadiennes. Les infrastructures de transport ferroviaire et maritime sont grandement améliorées pendant cette période-là. C'est à ce moment-là qu'apparaît d'ailleurs le commerce du grain à grande échelle et qu'on construit les silos près du port de Montréal. On voit aussi un développement rapide de l'industrie du fer et du matériel roulant parce qu'on a le déploiement des réseaux ferroviaires à l'échelle continentale. En 1896-1819, donc cette période est une vague de prospérité où l'économie montréalaise devient la plus importante au pays. On assiste à l'essor de l'industrie de l'habillement, des aliments et du tabac, en plus de celles qu'on a mentionnées précédemment. Et on note aussi les débuts du raffinage du pétrole et de l'industrie aéronautique. En 1920-1939, à cela s'ajoute à la période suivante donc le développement de l'industrie des fournitures électriques et des produits chimiques.
À cette époque, la crise économique frappe aussi durement Montréal et ses travailleurs. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs industries concluent des contrats pour contribuer à l'effort de guerre et ajustent leur production pour s'engager dans la fabrication notamment d'avions, de bateaux, d'armements et d'autres éléments. Finalement, l'ouverture de la voie maritime en 1959 va entraîner le déplacement du pouvoir économique et une période de désindustrialisation s'ensuit. Les emplacements à proximité du canal et du port perdent de leur attrait et d'autres facteurs de localisation viennent s'imposer. Donc, les ensembles industriels d'intérêt patrimonial partagent des caractéristiques sommairement présentées ici. Donc, il s'agit de vastes terrains, on l'a dit, qui comprennent une grande diversité de structures, par exemple des bâtiments, des machines, des cheminées, voies ferrées, des appareils de levage, des grands espaces libres aussi destinés à l'entreposage et des vestiges archéologiques. Ces ensembles sont souvent peu accessibles et un peu en retrait de la trame urbaine avoisinante. Malgré tout, plusieurs jouent le rôle de point de repère urbain. Ils se situent dans plusieurs cas dans les entrées de ville. Ces ensembles industriels sont en lien étroit avec le transport maritime ou ferroviaire pour les plus anciens. Plus récemment, on a des ensembles industriels qui sont davantage en lien avec le développement autoroutier. Mais les plus anciens sont en lien avec le transport maritime et ferroviaire et ils vont faire l'objet d'une plus grande attention pour nous. Souvent, il s'agit d'un aménagement tout à fait fonctionnel, un aménagement minéral. On a souvent des friches ou des problèmes de contamination. Il s'agit parfois d'industries, parfois en opération, parfois abandonnées, avec des usages variés et parfois avec aussi des usages éphémères. On en a qui sont de propriété privée et de propriété publique aussi. Donc, c'est le plan d'urbanisme qui est en vigueur depuis 2004 là, qui signale l'importance historique du patrimoine industriel de Montréal et qui introduit une première carte de localisation des ensembles industriels d'intérêt. Donc, il s'agit de la carte qu'on voit à droite, qui montre donc des grandes zones en rouge le long du canal de la Chine et du port de Montréal avec d'autres petits points un peu plus disséminés. Il faut savoir qu'en plus de ces grandes zones d'ensemble industriel, on a aussi dans le plan d'urbanisme des immeubles industriels qui sont identifiés par leur adresse dans des listes de bâtiments d'intérêt. Donc, il faut voir ces deux types d'outils-là en complémentarité l'un avec l'autre. L'objet de la consultation ou des travaux qu'on a menés, c'est sur les ensembles industriels d'intérêt, donc ceux qui sont le territoire qui est représenté à la carte. Donc, le schéma d'aménagement et de développement s'engage à favoriser une reconnaissance élargie des ensembles industriels d'intérêt afin d'orienter les mesures en vue de leur mise en valeur. Pour ce faire, il propose d'identifier et de caractériser les ensembles industriels afin de développer des modes d'intervention, de gestion et de planification qui sont adaptés à leurs spécificités. Donc, ça a été le point de départ de la présente démarche. Donc, on voit sur la carte, si on revient en arrière, sur la carte en gris, ce sont justement donc les ensembles industriels où on a fait un zoom sur le secteur du canal de la Chine, donc sont en gris. Et les autres zones qu'on voit en teinte orangée, rouge, sont les autres types de secteurs patrimoniaux d'intérêt. Donc, il y a des éléments du patrimoine industriel qui font l'objet de démarches en parallèle aussi. Donc, les bâtiments industriels qui sont intégrés à la trame urbaine et qui sont identifiés par leur adresse à nos listes. Les ponts, tunnels et autres structures de génie qui ne sont pas associées à un site de production industrielle. Les secteurs établis mixtes qui sont à la fois entremêlés résidentiels et industriels. Les ensembles industriels associés au développement autoroutier et les ensembles industriels d'intérêt qui sont déjà transformés ou en cours de requalification.
Donc, ces autres démarches qui sont faites en parallèle sont les suivantes. On a donc la révision des listes d'immeubles d'intérêt. On a dans nos listes 164 immeubles industriels, mais c'est appelé à être révisé et bonifié, évidemment. La révision aussi des secteurs d'intérêt patrimonial exceptionnel, qui inclut parfois des immeubles industriels. Ce sont des travaux donc de révision, d'inventaire qui sont faits dans le cadre des démarches de révision et d'élaboration du plan d'urbanisme et de mobilité. Il y a aussi l'identification des ponts, tunnels et autres structures de génie qui appartiennent à la ville, et on élargit aussi ça aux éléments qui ne sont pas de la propriété de la ville également. Il faut savoir aussi que, bon, depuis plusieurs années, l'identification de ces éléments-là est faite aussi lors des diagnostics de secteurs qui sont concernés par des exercices de planification. Il y a aussi développement de stratégies spécifiques qui sont faites pour des secteurs établis mixtes résidentiels et industriels, et aussi une documentation qu'on souhaite faire dans les années à venir sur nos ensembles industriels un peu plus récents qui sont associés au développement autoroutier. Donc, le travail a commencé par faire l'inventaire et la caractérisation de notre grand secteur qu'on avait dans la carte initiale, notre grand secteur en rouge. Donc, de rentrer un petit peu plus à l'intérieur de ces territoires pour voir ce qu'on y trouve. Ça s'est fait au cours des années 2015-2016 et on en a fait un système d'information géographique ciblé que je vais vous présenter rapidement après. Ensuite, après ce travail d'inventaire et de caractérisation, il y a eu une étape d'analyse avec des travaux par comité. Et on est maintenant, en 2020-2021, à étudier les modes d'intervention, de gestion et de planification adaptés à ce type de patrimoine. Donc ici, on a le système d'information géographique qui est un outil de travail interne, mais qui a permis donc de faire la diffusion de la carte qui est rendue disponible dans le cadre des travaux de cette commission. Donc, on retrouve la même information. Et cette carte permet de consolider, de structurer la connaissance et permet aussi le partage d'informations, des analyses, des illustrations. Donc, pour la version d'outil de travail à la ville, on peut travailler avec cette carte de cette manière. Mais il y a aussi, depuis plusieurs années déjà, la diffusion d'informations publiques par le biais du site Internet du parcours riverain pour les ensembles industriels et autres éléments du patrimoine industriel, particulièrement le long du canal de la Chine et le long du fleuve, là, tout le long du port de Montréal. Donc, les arrondissements concernés par nos travaux sur les autres arrondissements, bien qu'ils puissent receler du patrimoine industriel d'intérêt, ne présentent pas d'ensemble industriel qui répondent aux caractéristiques définies pour les fins de la présente démarche. Bon, quelques éléments d'analyse esquissés ici. On a différents enjeux de conservation, de mise en valeur du patrimoine industriel de ces grands sites qui sont très différents si l'activité industrielle est maintenue ou si le site est abandonné ou en voie de requalification. Donc, si l'activité industrielle est maintenue, bon, la conservation et la mise en valeur du patrimoine peut parfois venir en opposition avec certains besoins de modernisation des équipements et des bâtiments. Il y a une adaptation continue qui est nécessaire et une mise aux normes et ça peut devenir un enjeu aussi de conservation. L'activité industrielle d'intérêt patrimonial peut aussi, dans certains cas, générer certaines nuisances. C'est une chose possible. Les terrains sont souvent fortement minéralisés. Ils peuvent constituer des îlots de chaleur. Il y a souvent des enjeux de contamination des sols et des bâtiments. Et aussi, quand l'activité industrielle se poursuit, il y a un enjeu de contrainte d'accès pour des raisons de confidentialité, de sécurité du site, ce qui fait en sorte que ce sont des sites qui restent mal connus, difficiles à étudier et c'est difficile de
qu'il y ait une appropriation populaire sur tout l'intérêt patrimonial de ces sites en raison de ces difficultés d'accès. Lorsqu'on est dans un contexte de requalification d'un ensemble industriel, les bâtiments sont la plupart du temps atypiques et l'identification des parties significatives au niveau patrimonial est ardue et ça nécessite l'intervention de plusieurs disciplines. Souvent aussi, l'état physique est extrêmement précaire étant donné qu'il n'y a plus d'entretien. Il y a aussi une grande diversité d'éléments complémentaires aux bâtiments qui sont aussi d'intérêt. Donc, ça peut être des enseignes, des équipements, des machines, des outils, des archives, le patrimoine archéologique. Ces ensembles peuvent, dans certains cas, se situer dans des milieux où on a un grand besoin d'équipements collectifs, de services, de logements et d'emplois. Donc, il y a des attentes dans le milieu. Ces ensembles se situent parfois près de chemins de fer ou d'autres sources de bruit ou de nuisances ou de danger, ce qui peut limiter les usages qu'on y place. Il peut y avoir aussi certaines difficultés à trouver un usage adapté, compatible avec le lieu, étant donné qu'on se trouve devant des bâtiments très atypiques. Il s'agit aussi de grands sites qui nécessitent de prendre en compte toute la mobilité urbaine sous toutes ses facettes, parfois de tracer de nouvelles rues. Donc, il faut réfléchir à une forme de lotissement, à une nouvelle forme urbaine. Il faut aussi définir les densités d'occupation souhaitables pour le secteur. Aussi, les infrastructures en place, aqueducs, égouts ou électricité sont souvent inadaptées pour un autre usage que l'usage industriel. Il y a évidemment d'importantes mises aux normes et la plupart du temps, il y a des enjeux de verdissement de ces sites. Donc, dans les travaux qui ont été faits par un comité, il y a un comité de travail aussi qui comprenait des personnes de l'externe de la ville qui ont confirmé certains consensus, entre autres, dans leurs travaux. Et il y avait notamment donc l'importance de l'héritage industriel dans l'identité montréalaise, la nécessité d'améliorer et de partager la connaissance sur ce patrimoine, la pertinence de procéder à l'évaluation de l'intérêt patrimonial de ces sites, et aussi la nécessité d'avoir un processus ouvert impliquant la communauté et laissant la place à la créativité. On a aussi en comité défini certaines valeurs attribuées de manière générale au patrimoine industriel et ce sont les suivantes. Au niveau de l'intérêt architectural, les qualités formelles et spatiales de plusieurs bâtiments qui, bien qu'ils soient avant tout des bâtiments utilitaires, sont parfois extrêmement intéressantes. Donc, les bâtiments peuvent avoir des caractéristiques rares qui en font des lieux tout à fait singuliers, soit à cause de leur taille, de leur hauteur, du type d'éclairage, par exemple. Au niveau de la rareté, de la représentativité, de la typologie, on peut se trouver soit devant un ensemble industriel aux caractéristiques tout à fait uniques, ou bien on peut, dans certains cas, être devant un lieu qui est pas nécessairement unique, mais qui est extrêmement représentatif d'une époque. Dans beaucoup de cas, les ensembles industriels ont pu être des lieux d'innovation technologique au niveau de la construction des bâtiments ou autres équipements. Au niveau de l'intérêt historique, ces lieux-là peuvent être intéressants soit pour, par exemple, l'ancienneté d'une production qui aurait disparu. Par exemple, on pense au moulin à vent qui est pré-industriel, mais aussi, par exemple, une corderie, une fabrique de cordes, donc quelque chose qui aurait complètement disparu, ou bien la continuité d'une activité industrielle sur une longue période. Parce qu'il faut savoir qu'à Montréal, on fabrique les mêmes choses sur les mêmes sites, parfois depuis plus de 100 ans. Il y a aussi l'association avec un événement historique. Par exemple, ça pourrait être, comme je l'ai mentionné, la Seconde Guerre mondiale,
ou l'association avec l'histoire des technologies, étant donné que ces industries peuvent avoir été des lieux d'invention et de découverte. L'intérêt urbanistique, ces grands ensembles industriels sont intégrés au niveau fonctionnel et ont des liens avec les infrastructures maritimes ou ferroviaires vers leurs sources d'approvisionnement ou les marchés de distribution, ce qui les positionne à une échelle là, continentale et peut-être même mondiale dans certains cas. À une plus petite échelle, les liens qu'ils établissent avec un quartier sont significatifs, étant donné que la présence des industries a stimulé le développement urbain et que l'industrie y a puisé un bassin de travailleurs. Donc aussi, les industries également avaient des habitudes, dans certains cas, d'approvisionnement local. Et finalement, comme point de repère, ces industries souvent sont bien visibles le long des grands axes routiers d'entrée de ville, qu'on pense par exemple à l'enseigne Farine Five Rose ou Molson, par exemple. Dans le cadre de cette consultation, nous vous proposons cette vision. Les ensembles industriels d'intérêt font partie des paysages identitaires montréalais. Ils lui donnent une matérialité robuste et rappellent la place qu'a occupée Montréal au fil du temps comme métropole économique. À la fois lieu d'innovation et lieu de travail ancré dans le quotidien des quartiers, ils appellent à une fière appropriation ainsi qu'à la découverte de leur singularité et de leur génie pour leur assurer un avenir en accord avec leurs valeurs patrimoniales et l'évolution des besoins. Bon, dans le contexte d'élaboration du nouveau plan d'urbanisme et de mobilité, les grandes propositions, les grandes familles de propositions qu'on veut amener ici sont les suivantes. D'abord, valider les corrections mineures et ajouts aux aires définies comme ensemble industriel d'intérêt. On souhaite identifier les ensembles exceptionnels et finalement développer une approche de requalification adaptée à la spécificité des sites en privilégiant trois choses: la planification concertée, les usages transitoires, la participation citoyenne. Comme planification concertée, on entend la démarche qui vise à orienter les actions de plusieurs intervenants dans une même direction. La planification concertée guide la requalification d'un territoire en assurant la protection et la mise en valeur de ses valeurs patrimoniales. Elle implique l'établissement de mécanismes d'échange, de coordination et d'appropriation. Elle engage la recherche de connaissances historiques, architecturales et perceptuelles permettant d'identifier les éléments de valeur patrimoniale à préserver. Elle implique une connaissance et une compréhension commune des enjeux spécifiques au site afin de mener à un diagnostic urbanistique adéquat. Elle génère une vision partagée du devenir du site. Les grands principes sur lesquels on s'appuie pour développer nos propositions sont les suivants. D'abord, poursuivre l'acquisition de connaissances sur les ensembles industriels d'intérêt. Ensuite, permettre la continuité des activités à vocation économique dans le respect des valeurs patrimoniales. Dans le cas de requalification, privilégier une démarche concertée plutôt qu'une simple approche d'encadrement réglementaire. Et inscrire la requalification des sites dans une démarche permettant d'arrimer la dimension patrimoniale aux autres enjeux urbanistiques, tels qu'on l'a vu tout à l'heure. Donc, maintenant le détail des propositions. On a en proposition 1 l'ajout de nouveaux ensembles industriels d'intérêt qui présentent les mêmes caractéristiques et enjeux que les ensembles voisins déjà identifiés. Donc, on voit en bas le secteur qui est identifié actuellement là, au plan d'urbanisme et en haut, l'agrandissement qu'on souhaite faire. Dans les documents de consultation disponibles,
sur la carte interactive, on peut justement faire afficher les secteurs actuels et les secteurs proposés. Ce qu'on souhaite, c'est que tous les ensembles industriels d'intérêt fassent l'objet d'exigences quant à leur documentation historique avant toute intervention de démolition ou de changement d'usage. On souhaite aussi corriger ou mettre à jour des aires, dans certains cas, pour mieux refléter la réalité foncière. On a des exemples ici là, où il y avait des corrections mineures à faire aux limites des terrains. En deuxième proposition, ce qu'on souhaite faire, c'est identifier parmi ces grands secteurs d'ensemble industriel, les ensembles industriels exceptionnels qui se démarquent par leur forte valeur architecturale, historique et urbanistique, les valeurs qu'on a vues tout à l'heure. Donc, il y a un comité interne multidisciplinaire qui a fait la sélection de 46 ensembles considérés exceptionnels en tenant compte des différents types de valeurs attribuées au patrimoine. Les 46, donc, sont accessibles par la carte et dans les documents de consultation par le document PDF complet aussi. En troisième proposition, donc, en plus des exigences quant à la documentation historique, avant toute intervention de démolition ou de changement d'usage, pour les bâtiments, les ensembles exceptionnels, produire un énoncé de l'intérêt patrimonial suivi d'orientation pour alimenter une démarche de planification concertée. Donc, c'est une mesure qu'on souhaite appliquer aux ensembles exceptionnels. La requalification des ensembles industriels d'intérêt exceptionnel devrait aussi faire l'objet de démarches de consultation visant à accroître l'acceptabilité sociale d'un éventuel projet. En quatrième proposition, certains ensembles industriels d'intérêt exceptionnel sous-occupés ou vacants, dont la Ville de Montréal est propriétaire, devraient faire l'objet d'une démarche d'urbanisme transitoire si les conditions sont réunies, en ce qui a trait notamment à l'état physique du bâtiment qui doit être satisfaisant, le potentiel offert par la localisation du site et la mobilisation du milieu, et la contribution à l'identité du projet à venir. Ce qu'on entend par usage transitoire dans le cadre d'une démarche d'urbanisme transitoire, c'est l'occupation provisoire des immeubles et terrains vacants ou sous-utilisés dans un esprit de gestion durable et en vue de contribuer à la conception du projet à venir. Donc, ce tableau-là résume un peu l'ensemble des mesures. Tous les ensembles industriels devraient être soumis à une exigence de documentation minimale pour l'étude d'un dossier. C'est ce qu'on voit, qu'il soit donc exceptionnel ou pas. On parle de documentation minimale, par exemple, ça pourrait être documentation photographique du lieu d'intervention. Sur la troisième rangée, par contre, pour les exceptionnels, on prévoit dans le cas d'une intervention majeure, d'un changement d'usage ou de démolition, une démarche de planification concertée. Celle-ci s'appuie sur une documentation historique complète, un énoncé patrimonial et des orientations qui viennent alimenter une concertation urbanistique. Ceci résulte en un plan directeur qui est soumis ensuite à la consultation publique. Pour les ensembles industriels de propriété municipale, toutes les exigences s'appliquent, mais à ça s'ajoute une démarche d'urbanisme transitoire si le contexte s'y prête. Il y a des questions qui vous ont été soumises à titre indicatif pour alimenter votre réflexion. Nous allons recevoir avec intérêt vos commentaires sur ces questions-là. Les recommandations de la commission seront prises en compte pour l'élaboration du plan d'urbanisme et de mobilité et la définition des outils d'urbanisme à venir. Je l'ai mentionné, il y a les autres documents soumis à la consultation sont une carte dynamique en ligne qui localise les ensembles industriels et qui permet, en cliquant dessus, de voir une fiche sur chacun des 46 sites qualifiés exceptionnels.
On a ajouté quelques références générales à Montréal. Voilà, merci. Merci beaucoup, Madame Dufour. La présentation, donc, se retrouve sur le site Réalisons Montréal, si les gens veulent y référer. Oui, tout à fait. Parfait, parfait. Merci, merci à vous, puis aux membres du service de l'urbanisme qui ont participé à l'élaboration de la présentation et des propositions. Donc, c'est à ce moment-ci qu'on prend une pause. On va dire environ 15 minutes. Là, on veut revenir avant 20 heures. Pour permettre aux gens qui souhaiteraient poser des questions ou émettre des commentaires à ce moment-ci de pouvoir le faire. Alors, le plus simple, c'est de se rendre sur la plateforme Réalisons Montréal à réalisonsmtl.ca/patrimoine industriel. On clique ensuite pour avoir accès au formulaire, c'est sous l'onglet Fil d'actualité. Donc, on vous invite à nous transmettre vos questions et on se retrouve, disons, à 19h55 pour la période de questions. À tout de suite. Merci beaucoup.
Alors, bonsoir, nous sommes de retour. Merci pour votre patience et merci à celles et ceux qui nous ont transmis des questions. Donc, je vais faire la lecture des questions que nous avons reçues avant le début de la séance de ce soir et tenter d'y répondre au mieux avec la collaboration des gens des services de la Ville qui sont avec nous. Juste réitérer que cette période de questions, comme je l'ai mentionné dans mon mot d'introduction, visait à apporter des précisions, des détails sur le processus lui-même. Dans plusieurs des questions, on a l'impression qu'on est déjà en dépôt de mémoire. Alors, ce soir, on n'aura peut-être pas toutes les réponses. On va y aller au mieux. Et puis, on s'est donné 45 minutes pour cette portion-ci de la séance. Alors, on va tenir et puis c'est ça. Donc, les questions qui nous sont parvenues avant la pause, puis ensuite, il y en a eu 3 qui se sont ajoutées durant la pause. Je vais terminer par celle-ci. Il y a quelques personnes qui nous ont soumis plusieurs questions. Je pense à M. Patrick Awad de FAE et Associés qui nous a soumis 10 questions. Je vais en lire et tenter de répondre aux 3 premières. La même chose pour le collectif À nous la Maltigne. Il y a ces 3 questions qui ont été soumises. Donc, je vais y aller comme ça et ensuite passer aux questions qu'on a eues durant la pause. Alors, la première question qui nous a été soumise pour la séance de ce soir est de M. Frédéric Bastarache-Ouellette. La question va comme suit. Bonjour, cher commissaire. Pourquoi la Ville de Montréal a mis sur pied une commission manquant gravement de pragmatisme par rapport à la réalité du patrimoine industriel réel de la Ville et de son agglomération? Pourquoi Montréal n'agit pas en conséquence de ce qu'elle est, soit l'ancienne capitale industrielle et manufacturière du Canada avec ses 421 sites industriels historiques et ce qui gravite autour? En vous remerciant pour vos éléments de réponse. Alors, Monsieur Bastarache-Ouellette, comme on a déjà eu l'occasion de s'en parler, l'exercice que l'on mène avec cette consultation sur les ensembles industriels d'intérêt est un premier exercice par la Ville de Montréal en lien avec le patrimoine industriel. Il fallait se doter d'un cadre, disons, pour procéder à cet exercice-là. La Commission avait manifesté son intérêt de se pencher sur le patrimoine industriel et compte tenu des ressources qui étaient disponibles, on s'est donc doté d'un cadre et c'était en fait le timing était bon, était intéressant parce qu'on procède actuellement, la Ville procède à la révision du plan d'urbanisme dont elle s'est dotée en 1992, revue dans certains de ses aspects en 2004, mais bon, on est dans un processus vraiment intéressant et majeur là, pour la Ville de Montréal en termes d'urbanisme. Un plan qui deviendra le plan d'urbanisme et de mobilité de Montréal qui est prévu pour être adopté là, en 2020, fin 22, début 23, là, je pense, à ce moment-ci. Alors, ça s'inscrit, l'exercice le présent exercice s'inscrit dans ce contexte-là. Comme Madame Dufour nous en parlait aussi dans sa présentation un peu plus tôt, il y a toutes sortes une panoplie de démarches parallèles qui sont en cours pour d'autres bâtiments, sites, éléments du patrimoine industriel. Alors, il n'y a pas que la consultation qui nous occupe ce soir, là, qui est en marche. Mais je suis certaine qu'on vous reverra pour l'audition des mémoires. Alors, on aura l'occasion, vous aurez l'occasion de nous en dire davantage et nous d'échanger avec vous. Est-ce que, si jamais il y a des gens, des services qui souhaitent intervenir, apporter des compléments de réponse, n'hésitez pas à utiliser la main levée. Là, je surveille ça. J'essaie de voir dans le chat aussi s'il y a d'autres. Voilà. OK. Donc, la deuxième question nous provient de Mme Catherine Charon du Conseil des métiers d'art du Québec. Les membres du Conseil des métiers d'art du Québec, tout particulièrement en architecture et patrimoine, cherchent des lieux appropriés et abordables afin de poursuivre leurs opérations. A-t-il été envisagé d'aménager des ateliers d'artisans dans les ensembles patrimoniaux en tant que projet de conversion?
c'est vraiment intéressant de savoir que c'est important, en fait, de nommer ces besoins-là, puis c'est intéressant pour la Ville de savoir, de les connaître. Et il y a certainement des opportunités. Il y a des opportunités qui vont peut-être surgir là au fil de la démarche et des discussions qu'on aura au moment de faire nos recommandations. C'est le genre de choses qu'on pourra prendre en compte. Mais comme je le disais tout à l'heure, à ce stade-ci de l'exercice, je peux pas dire qu'il y a quoi que ce soit de prévu, d'envisager à ce niveau-là, mais certainement, c'est une question qui alimentera nos discussions par la suite. Et on vous verra peut-être aussi durant l'audition des mémoires. Alors ensuite, nous avons Maria-Isabelle Rondon de Ressaie-de-la-Bossière Architecte. Quels sont les moyens mis en place pour la sélection et l'accompagnement de projets d'initiatives citoyennes de valorisation de ces ensembles industriels? Alors encore là, c'est une considération, c'est un élément qu'on va prendre en considération en vue de l'élaboration de nos recommandations, des recommandations de la commission. On va avoir une question aussi tout à l'heure du collectif Anoula Malting. Et puis, on sent qu'il y a beaucoup d'intérêt au sein de la population, des différents quartiers, différents groupes citoyens. Madame Dufour en faisait état dans sa présentation aussi. Il y a des besoins dans les milieux, dans les quartiers. Et puis, là où il y a des bâtiments, des ensembles industriels, ça peut représenter éventuellement des opportunités, mais quant à l'accompagnement de projets d'initiatives citoyennes, encore faut-il qu'ils soient évalués et puis que des ressources soient mises à disposition là, pour qu'on puisse travailler ça en partenariat. Alors voilà, ce sera des choses à définir par la suite, là, un peu plus tard dans l'exercice, puis possiblement au moment de nos recommandations. Alors, parmi les premières, je vais aller avec les premières questions de M. Patrick Awad de FAE et Associés. Est-ce que les études sur lesquelles seront basées la sélection et l'identification des ensembles d'intérêt seront rendues publiques? Par quels moyens pourra-t-on prendre connaissance de ces études? Pour répondre à la question, j'inviterai peut-être Mme Vibert, soit vous, ou désigner quelqu'un de votre division là, pour répondre à cette question-là. Oui, Mme Ségoury, pour y répondre à la question. La question de la diffusion des études, c'est un enjeu global, pas seulement pour les ensembles industriels, c'est pour l'ensemble de notre patrimoine montréalais. On a des enjeux où on doit avoir des plateformes aussi qui sont mis à profit pour pouvoir les diffuser, avoir des moyens de le faire. Actuellement, on n'en a pas. On essaie de diffuser le maximum compte tenu de nos besoins. Par exemple, les énoncés d'intérêt patrimonial qu'on produit sont diffusés sur notre plateforme. Mais ça fait partie de notre plan d'action patrimoine 2017-2022. On souhaite éventuellement monter une plateforme qu'on appelle l'Observatoire pour justement pouvoir diffuser le maximum d'études. Il faut dire aussi qu'on a des contraintes aussi d'auteur, de droit d'auteur, qui fait que parfois on ne peut pas tout diffuser. Donc, c'est un peu l'enjeu qu'on a, mais oui, la Ville souhaite le maximum possible le faire. Merci, Mme Vibert. Puis on comprend que tous les ensembles industriels qui font l'objet de la consultation se retrouvent, sont identifiés au schéma d'aménagement et au plan d'urbanisme. Donc, ça fait partie là, des éléments. Si je peux ajouter, les études ne sont pas encore faites. Il y en a beaucoup d'études qui doivent être faites éventuellement. Et c'est ce qu'on souhaite dans la consultation, puis c'est ce qu'on souhaite inscrire au futur plan d'urbanisme et mobilité comme démarche. Oui, Anne-Marie. Ben, c'est ce que j'allais dire, là, c'est qu'il y a plusieurs ensembles industriels où on n'a pas d'études patrimoniales complètes.
D'où la nécessité d'inscrire l'acquisition de connaissances, la recherche sur ces sites-là dans les processus. Puis la sélection qui a été faite actuellement dans les cadres des présents travaux, c'est basé sur une documentation qui peut être inégale dans certains cas. Et c'est pour ça qu'on a fait ça sous à travers des travaux d'un comité multidisciplinaire. Puis en se basant sur les valeurs patrimoniales qui ont été expliquées tout à l'heure, on peut faire une évaluation sommaire avec l'information qu'on a en main, même si elle est fragmentaire. Hein. Pour les fins d'un inventaire, pour l'instant, c'est suffisant. Oui, puis comme vous le dites, parmi vos propositions, il y a effectivement l'importance de documenter davantage. C'est un des objectifs qu'on poursuit, d'améliorer nos connaissances sur ces ensembles. Oui, c'est vraiment un des piliers de la proposition, là. C'est vraiment important. C'est ça. Merci. Alors, la deuxième question de M. Awad concerne l'arrondissement de la Chine. En fait, la Chine a récemment procédé à un exercice de concordance de sa réglementation afin d'y inclure les ensembles d'intérêt patrimonial identifiés au schéma et d'ajouter des objectifs et critères dans son règlement sur les PIA pour assurer l'intégration et la mise en valeur du caractère distinctif de ces ensembles industriels. Alors, comment la consultation publique actuelle viendra s'arrimer à ce travail? Est-ce que d'autres procédures seront mises en place dans cette perspective? Parmi mes collègues de la Chine, je vous laisserai compléter si vous avez quoi que ce soit à ajouter, mais dans tous les arrondissements, en fait, où on retrouve des ensembles d'intérêt patrimonial, il y a des démarches qui sont faites pour, encore là, documenter ces ensembles-là, ces bâtiments-là. Et encore là, ça va venir alimenter la démarche actuelle. C'est pas tant la consultation publique qui va venir s'arrimer à ce travail, plutôt que la consultation publique va s'alimenter. Et puis, les démarches, la suite de la consultation publique, ce sera un des éléments, sera possiblement d'aller chercher la résultante d'exercices de documentation ou réglementaires, d'outils de protection qui auront été développés dans les arrondissements. Ce sera de mettre tout ça en commun, là, idéalement. Est-ce que les collègues de la Chine voudraient ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste rajouter. Oui, si on parle spécifiquement de le sujet de ce soir, quand on parle de le patrimoine industriel, c'est sûr que la Chine-Est, on est dans une période de planification. Il y a des comités mixtes, comme le Conseil du patrimoine de Montréal et le comité Jacques Vigier qui travaillent qui se penchent sur cette question. Et puis, ça s'en vient, il y a le PPU qui s'en vient, puis le OCPM plus tard cette année. Alors moi, comme vous avez bien dit, Anne-Marie, oui, ça s'ajoute. Alors on pourrait, s'il y a des mémoires ou des recommandations qui viennent à la commission, ben nous aussi on va être présents pour le CPM puis qui s'en vient cette année pour l'ensemble de la Chine-Est qui comprend beaucoup de bâtiments puis d'ensemble de patrimoine industriel. Alors on va tout, ça va être tout inclus ensemble s'ils veulent utiliser aussi cette plateforme ici pour donner des recommandations. Excellent. Merci, Michel. Et je vais y aller d'une dernière question de M. Awad pour l'instant. De quelle façon est-ce que les niveaux de contamination et l'état vétus de certains immeubles seront pris en considération ou évalués dans le cadre de cette réflexion? Je pense que suite à la présentation, là, vous comprenez qu'on n'est pas dans un exercice d'élaborer des projets, de considérer la réalisation de types de projets. Bon, certainement, c'est un enjeu, là, la contamination des terrains ou des bâtiments, leur état de vétusté, c'est certainement un enjeu sur le plan de la requalification. Mais à ce stade-ci, l'exercice ne vise pas à statuer là-dessus sur jusqu'à quel point on prendra en compte ou on développera des outils en lien avec le degré de vétusté ou de contamination des sites. Mais certainement, on le reconnaît comme un enjeu et ça viendra possiblement dans des étapes ultérieures là, de comment aborder ces situations-là quand vient le temps, quand un projet se présente. Alors, voilà.
Je vais poursuivre ensuite avec deux questions qui nous ont été soumises par deux personnes du collectif À nous lamenting. La première étant Madame Chloé Oja ou Ogat. Excusez-moi si je prononce mal votre nom. Première question, quelles mesures pour rendre au public les ensembles patrimoniaux privés vacants laissés à la spéculation? Écoutez, la Ville de Montréal a développé au fil des années différents outils qui permettent de considérer, d'envisager des projets qui ont une valeur communautaire, une valeur contributive à la communauté. On peut penser à l'entente dans le Sud-Ouest, puisque vous êtes du Sud-Ouest, à l'entente que l'arrondissement a pu conclure avec les cours Pointe-Saint-Charles, le groupe MAC, pour prendre possession du bâtiment 7 et le développer comme un projet communautaire 100% autogéré par le collectif C'est à nous. Et l'entente va également produire plusieurs centaines d'unités en logement social, espace communautaire, logement abordable. Donc, il y a des précédents à ce niveau-là. Il y a le droit de préemption auquel on peut penser également, qui s'est appliqué, qu'on a pu appliquer sur l'ensemble industriel de la brasserie Molson. Et ça va résulter dans des espaces publics et communautaires. Donc, c'est un redéveloppement majeur là, dans ce secteur-là, auquel, grâce au droit de préemption, auquel la Ville a pu participer là, activement à définir. On pense aussi à la participation de l'Office de consultation publique de Montréal quand il vient le temps de réfléchir à des projets d'envergure, de requalification, de transformation de bâtiments ou de sites d'ensemble patrimoniaux pour développer des projets qui peuvent en partie socialiser certaines portions de ces ensembles-là, pour répondre aux besoins de la communauté. Le CPM s'est penché, entre autres, sur le secteur Bridge Bonaventure, qui comprend plusieurs bâtiments et ensembles industriels, et sur le secteur La Chineste, comme on parlait tantôt. Donc, c'est ça. La Ville s'est dotée a développé des mesures, s'est dotée d'outils, mais ce n'est pas la panacée, ce n'est pas applicable à toute situation. Il n'y a pas un moyen, un outil qui nous permet de socialiser d'emblée tout bâtiment industriel désaffecté pour le redonner à la communauté ou en faire un projet contributif à la communauté. Et puis, ce sont souvent des projets, c'est ça, de grande envergure. On le disait tout à l'heure, avec des enjeux de vétusté importante, de contamination parfois, donc qui requièrent des ressources vraiment importantes, humaines, financières, techniques, technologiques. Donc, c'est des projets qui se réalisent, que la Ville ne peut pas prendre sur ses seules épaules, là, qui doivent se réaliser en partenariat avec la communauté, avec les propriétaires et le secteur privé. Donc, il n'y a pas une réponse unique et magique là, à cette question-là, mais c'est certainement dans les éléments que l'administration et les élus considèrent. Ensuite, de Madame, je crois, Enbuil Park, par quelle mesure comptez-vous favoriser la mise en réserve par la Ville des bâtiments patrimoniaux privés à des fins communautaires, par exemple pour du logement social ou de l'agriculture urbaine? Encore là, c'est la mise en réserve, encore une fois, ce n'est pas la panacée et on doit en user de façon vraiment responsable et réfléchie, parce que quand on met un terrain ou un bâtiment en réserve, c'est parce qu'il y a déjà eu une analyse, qu'il y a un projet réaliste, réalisable, dont la faisabilité a été étudiée et pour lequel des ressources financières sont déjà identifiées, des ressources qu'on sait qu'on aura dans 1, 2, 3 ans, on peut alors utiliser cet outil-là. Mais comme on vous en a déjà parlé là, au collectif À nous lamenting, on ne met pas en réserve
dans l'attente d'élaborer un projet, dans l'espoir qu'il y aura un montage financier suffisant. Il faut vraiment le faire de façon plus circonscrite que ça. Donc, je vais aller aux questions qu'on a reçues pendant la pause et puis je reviendrai, là, si le temps le permet, avec d'autres questions des derniers intervenants. Est-ce qu'il y avait, je ne vois pas de mail. Madame Flannery, est-ce que c'était tout à l'heure la main ou vous vouliez ajouter quelque chose? Non, je pense l'avoir reçu, vous parler. Les mains, comme on dit dans le langage des séances virtuelles. Donc, question de Madame Caroline Andrieux, de la Fonderie Darling. Madame Andrieux, qui a d'ailleurs participé au comité de travail là, qui a mené aux analyses pour identifier là, les ensembles qui nous sont présentés aujourd'hui dans la consultation. Alors, Madame Andrieux demande quelle protection sera mise en place pour les Forges de Montréal. Alors, les Forges de Montréal, évidemment, c'est un exemple vraiment parlant sur un bâtiment, un ancien bâtiment occupé, qui a été préservé grâce à son occupation par l'organisme Les Forges de Montréal depuis les 20 dernières années. Et la protection qu'on souhaite offrir à l'organisme pour pérenniser la conservation et la mise en valeur de ce bâtiment-là, c'est de leur offrir éventuellement un bail à long terme pour qu'ils puissent avancer là, avec le développement avec leur projet de développement, aller chercher sécuriser des bailleurs de fonds, etc. Puis en ce moment, ben, on est dans des enjeux là, de négociation avec les propriétaires, entre les propriétaires du terrain et la Ville de Montréal pour une cession éventuellement que la Ville se fasse céder ce bâtiment-là, ce lot-là, pour pouvoir librement ensuite pouvoir négocier un nouveau bail là, avec l'organisme. Alors, c'est ce à quoi on travaille présentement de façon diligente là, parce que le bail actuel doit se termine en fait fin février 2022. Alors, on est non, là, j'ai un doute. 2021, je pense, la fin du bail. Alors, on est vraiment dans les mois là, où il nous faut travailler pour conclure pour la cession du bâtiment et des lots. De la part de M. Bernard Blanchet. La Chineste, processus en cours, opportunités et changements. Qu'en est-il pour ce secteur qui est présentement en évaluation par l'équipe de M. Sharif, qui est un professionnel du SGPI, si je ne me trompe pas. Un plan d'ensemble est en cours, sera suivi d'un PPU et une consultation publique de l'OCPM. Qu'en est-il pour ce secteur qui est présentement en évaluation? Là, je ne détiens pas les réponses. On n'a pas nos collègues du SGPI avec nous, mais est-ce que parmi les services, Mme Guibert? Oui, peut-être que je peux ajouter quelques points de précision à ce sujet-là. En fait, on parle de mon collègue qui s'appelle Karim Charef, qui est chef de division et qui travaille actuellement avec son équipe à préparer un PPU pour l'ensemble du secteur de la Chineste. On travaille évidemment à la division du patrimoine étroitement avec eux. D'ailleurs, Michel Bélanger de mon équipe ici est présente. Et le projet du PPU avec la Chineste est vraiment complémentaire avec la démarche qu'on fait actuellement. C'est-à-dire, tous les outils qu'on propose d'inscrire dans le futur PUM, on souhaite les inscrire dans le PPU. Donc, c'est comme un projet pilote pour nous. C'est vraiment, ça va venir vraiment tester les outils en amont. Donc, c'est ce qu'on souhaite faire dans la démarche de PPU. Parfait, merci beaucoup. Donc, je vais passer
à la prochaine question de Cédric Gloriosieux de Rège, d'Action Gardien, la CDC du quartier Pointe-Saint-Charles. Dans le cadre d'un projet de requalification, quels outils réglementaires la Ville, de quels outils réglementaires la Ville dispose au-delà des paramètres de zonage du règlement de PIA, ou souhaite-t-elle obtenir de Québec pour mieux protéger, oui, des outils qu'elle souhaiterait obtenir de Québec pour mieux protéger son patrimoine industriel en parallèle aux démarches de planification concertée qui sont menées par la Ville. Ici aussi, je demanderai au service de nous donner quelques éléments de réponse. Je suis pas certaine de comprendre bien la question. Je vais répéter et essayer de formuler plus clairement. Donc, dans le cadre d'un projet de requalification, de quels outils réglementaires la Ville dispose et de quels outils, moyens, pouvoirs elle souhaiterait obtenir de Québec pour mieux protéger son patrimoine industriel en parallèle des démarches de planification que la Ville mène, là, toujours dans un cadre de projet de requalification. Est-ce qu'on souhaiterait obtenir des outils, des moyens d'agir de paliers supérieurs? C'est ce que je comprends de la question. Ben, si je peux ajouter que tout récemment, il y a eu la loi 69 qui déjà amène plusieurs nouvelles dispositions de protection, entre autres à ce qui a trait aux démolitions, puis à la nécessité de faire des inventaires pour des sites exceptionnels ou des bâtiments patrimoniaux. Il y a aussi des dispositions aux municipalités, aux MRC, aux villes, pour, en ce qui a trait à l'entretien, à l'inoccupation aussi, pour les sites patrimoniaux. À ce qui a trait aux dispositions plus réglementaires dans une démarche de planification, je passerai la parole à mon collègue Sylvain Garcia qui pourrait peut-être ajouter des compléments. Oui, merci. Oui, ben en fait, tout simplement ajouter que la raison pour laquelle on fait cette démarche-là en ce moment, c'est parce que justement, la Ville de Montréal considère qu'elle a quand même des outils, mais elle pourrait en avoir plus. Un outil notamment d'encadrement. Puis c'est toute la question en fait quand on veut sortir des outils plus traditionnels que sont le zonage et le PIA. Donc c'est de voir de quelle façon on peut mieux déployer des démarches d'encadrement, d'accompagnement pour la transformation de ces grands ensembles-là. Évidemment, il existe des outils à caractère discrétionnaire que sont par exemple le projet particulier, là, le PPCMA dans le jargon des urbanistes, qui permettent quand même d'encadrer des projets de transformation, mais clairement, on en arrive à la conclusion que il faut faire plus, puis c'est la raison pourquoi on fait cette démarche-là en ce moment. Oui, je pense aussi à des projets d'occupation transitoires là, qu'on a développés dans les dernières années. Là. La Ville tente d'être plus agile à ce niveau-là, de développer des nouvelles façons, des nouvelles approches, de nouvelles façons de pouvoir développer des projets. Je reviens à la question de Mme Charon là, au niveau des besoins des artisans, des métiers de l'art et de l'architecture, ces genres de projets qui pourraient possiblement être explorés, une avenue qui pourrait être explorée éventuellement dans ces ensembles-là ou autres bâtiments d'intérêt patrimonial là, pour offrir des espaces qui conviendraient aux artisans, soit pour la production ou la formation, via des projets d'occupation transitoires. Ça, c'est un outil qui peut être considéré également. Alors, 20h27, je retourne aux questions de M. Awad. Donc, qui était la question sur la contamination, on l'a vu tout à l'heure, et il y avait comme une suite à sa question. Qu'arriverait-il dans le cas où la structure même d'un immeuble est contaminée ou que le sol sous le bâtiment est contaminé? C'est ça, à ce stade-ci, là, on est vraiment dans des questions très, très pointues. En fait, est-ce que
est-ce qu'un bâtiment dont l'état de vétusté suite à une analyse là, est tel que il n'y a aucune possibilité d'envisager une requalification, une occupation transitoire ou quoi que ce soit? Comment on considérerait sa conservation, sa mise en valeur? Tout ça, c'est des questions qui seront explorées suite à l'exercice qu'on mène actuellement, je dirais, une fois les bâtiments bien documentés, analysés. Puis, cette question-là, ce serait vraiment dans le cadre d'un projet précis qu'on analyserait ça et non dans une approche plus générale ou plus théorique, si on veut, comme on le fait actuellement. Est-ce que des énoncés d'intérêts patrimoniaux seront exigés pour l'aménagement de ces sites? Madame Dufour en parlait durant sa présentation. De la documentation sera exigée, documentation visuelle également, et oui, des énoncés patrimoniaux dans le cadre d'un dépôt de projet, ce serait effectivement une exigence. Ensuite, oui, il y a un micro qui s'est ouvert. Monsieur Garcia, est-ce que c'était pour tout à l'heure ou vous désirez intervenir? Non, ce serait pour maintenant. Oui, oui. Oui, en fait, concernant la question des bâtiments qui seraient peut-être voués à une démolition, il faut pas oublier qu'on a chaque arrondissement, en fait, avec quelques exceptions, ont des règlements qui encadrent la démolition d'immeubles et on peut exiger des études de structure sur ces bâtiments-là avant d'autoriser des démolitions. Donc, il y a tout un processus qui est mis en place par l'entremise de ces règlements-là pour pouvoir encadrer et bien évaluer qu'effectivement les bâtiments ne sont plus récupérables. Effectivement. Merci de cet élément de réponse. On poursuit. Alors, est-ce que l'exercice de la consultation vise à préserver uniquement l'aspect architectural des ensembles industriels ou est-ce que la préservation de leur usage est aussi ciblée? Donc, encore là, si vous étiez présent pour la présentation de Mme Dufour tout à l'heure, elle identifiait des enjeux justement dans le cas où l'usage est maintenu, l'usage d'un ensemble industriel est maintenu, ou dans le cas d'une requalification, là, on est dans un autre contexte, mais effectivement, on ne part pas de la prémisse qu'on souhaite préserver strictement l'aspect architectural de ces ensembles-là. Et dans le cas où l'usage où il peut y avoir une continuité de l'usage, c'est certainement quelque chose qui va être pris en compte. Est-ce qu'un document récapitulatif sera publié à la fin de cette consultation publique afin de faire connaître les conclusions et recommandations? Si on a répondu, je pense que la question a été répondue dans mon mot d'introduction. Oui, effectivement, on a parlé d'une présentation publique, même des recommandations, le 9 juin prochain. Quels seront les outils de planification et de réglementation mis en place suite à cette consultation? Est-ce que des règlements seront modifiés ou adoptés avant la révision du plan d'urbanisme de la Ville de Montréal? Madame Vibert, peut-être? Je retirerai la question. Oui, en planification urbaine, oui. Compte tenu que les exercices de concordance suite à l'adoption du schéma en 2015 ont été complétés, c'est pas prévu qu'il y ait des modifications réglementaires qui soient apportées là, dans les différents cadres réglementaires des arrondissements. Ce qui est surtout souhaité, c'est développer vraiment une nouvelle approche novatrice en matière de patrimoine industriel pour que ce soit intégré dans le futur plan d'urbanisme. Évidemment, comme le mentionnait Mme Vibert tout à l'heure, il existe quand même des exercices de planification qui sont faits sur le territoire, un peu partout sur le territoire de la Ville de Montréal, comme la CHINES, qui vont servir quand même là, de référents ou en tout cas de projets pilotes là, pour nous alimenter. Donc c'est certain que ces planifications-là détaillées vont mener à des modifications réglementaires, disons spécifiques, mais comme tel, c'est pas prévu qu'il y ait des modifications à l'échelle de l'ensemble des ensembles industriels d'intérêt.
Oui, je pense qu'une approche au cas par cas est nécessaire parce que la nature des bâtiments, de leur état et des projets envisagés varie tellement d'une situation à l'autre. Mais effectivement, comme ce qu'on nous présentait tout à l'heure par rapport à la Chinest, ça vient alimenter notre réflexion actuellement, puis ça pourrait donner lieu à des gestes semblables dans d'autres arrondissements qui composeront avec ce genre de projet. La dernière question de M. Awad, dans le cas où certains bâtiments sont structurellement défectueux ou représentent un risque pour la sécurité, est-ce qu'ils seront tout de même visés par la démarche ou est-ce qu'ils en seront exclus? D'après ma compréhension, on n'est pas cette démarche-ci ne comprend pas une étude exhaustive de l'état, de la structure de chacun des ensembles qui est concerné dans la consultation publique. Encore là, on est dans du cas par cas selon les projets envisagés. Et puis, évidemment, une structure qui ne permettrait pas, qui crée des dangers pour la sécurité des occupants éventuels ou des travailleurs pour un projet de requalification ou de restauration. C'est certainement quelque chose qui serait pris en compte. On agirait en conséquence. Est-ce qu'ils seront tout de même visés par cette démarche? C'est-à-dire que du début à la fin de la démarche, on va travailler avec les 46 ensembles qui ont été identifiés et l'analyse de leur structure là, viendrait au moment d'envisager un projet là, de requalification. Alors, je crois qu'on a fait le tour des questions. Si vous avez des questions, à utiliser l'outil de main levée pour poser des questions suite à la présentation de Mme Dufour ou en lien avec les commentaires qui ont été exprimés par les citoyens ce soir. Tout a été dit, tout est clair. Excellent. Alors, on a passé à travers l'ordre du jour pour ce soir. Avant de lever la séance, de demander la proposition pour lever la séance, je tiens à remercier le personnel de la Ville qui était avec nous ce soir, du service de l'urbanisme et de la mobilité, division du patrimoine, division de la planification, et mes collègues commissaires également d'avoir été au rendez-vous, à l'écoute. On a très hâte de recevoir les mémoires, de vous entendre. J'ai pas les dates en tête, là, mais c'est fin avril, début mai qu'on tiendra nos 3-4 séances d'audition. Et on va s'attabler ensuite avec tout ce que vous nous aurez apporté pour produire des recommandations qui vont répondre au mieux aux propositions qui nous ont été faites par la division du patrimoine. Alors, je vous rappelle que le document de consultation qui a été présenté aujourd'hui, tout comme la carte et les fiches de présentation des 46 ensembles exceptionnels sont disponibles, sont en ligne sur la plateforme Réalisons Montréal et sur la page aussi consacrée à la consultation sur le site web des commissions permanentes. Je vous rappelle également que vous avez jusqu'à lundi prochain, donc le 12 avril à midi, pour vous inscrire en vue de prendre la parole. Et moi, je la perds parce que j'ai trop de papier devant moi, de prendre la parole aux séances d'audition des mémoires. Si vous comptez simplement soumettre une opinion par écrit, la date limite est le 7 mai. Vous avez plus de temps à ce moment-là. Encore une fois, toutes les informations sont disponibles sur la page web dédiée à la consultation. On invite toutes et tous chaleureusement à nous faire part de vos idées, de vos préoccupations pour mettre en valeur les ensembles industriels d'intérêt via la plateforme de consultation publique de la Ville.
que vous le fassiez par écrit ou en personne, on vous assure que tous les avis reçus sous quelque forme que ce soit seront pris en considération par la commission et vont alimenter notre travail en vue de la formulation des recommandations. Alors, au plaisir de vous lire, de vous entendre et je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Merci beaucoup.